Après une vidéo introductive sur l'écologie, j'ai proposé d'étudier plus en détail les ressources épuisables et le changement climatique. Concernant les ressources épuisables, le problème le plus critique à court terme est sans doute les pénuries d'eau. 2 tiers de l'humanité fait face à des pénuries d'eau au moins un mois par an, et un demi-milliard d'humains fait face à une pénurie d'eau permanente. Les pays les plus touchés sont dans le monde arabe et en Asie du Sud. Les nappes phréatiques se vident sous l'effet notamment de l'irrigation. Et petite parenthèse, plus d'1 milliard d'humains n'a pas accès à l'eau potable. Ici, le problème n'est pas le manque d'eau, mais le manque d'infrastructures pour l'acheminer et la traiter. Autre ressource dont les stocks s'épuisent dans de nombreuses régions, les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons. 1 tiers des stocks de poissons sont gérés de façon non soutenable. Au niveau global, la surpêche a divisé par 2 en 40 ans la biomasse totale des poissons. Concernant l'eau et les ressources halieutiques, l'épuisement est réversible, car la ressource se renouvelle naturellement. Mais ce n'est pas le cas des ressources minérales et fossiles, pour lesquelles la déplétion est permanente. Les ressources minérales comprennent les métaux, le phosphore ou encore le sable. Certaines de ces ressources sont abondantes, c'est le cas du fer et de l'aluminium. Mais d'autres ressources sont en quantité assez limitée. On peut citer le phosphore, le cuivre, le lithium, le néodyme, l'indium, l'uranium, le platine ou encore le zinc. Pour atténuer la déplétion de ces ressources, il est indispensable de les recycler au maximum. Car l'avantage des ressources que je viens de citer, c'est qu'elles sont recyclables. Le gros problème du recyclage, c'est qu'il ne peut être que partiel à cause de contraintes physiques. Je vais vous expliquer pourquoi en prenant l'exemple du cuivre, métal largement irremplaçable pour ses propriétés conductrices, mais l'explication vaut également pour les autres métaux. Vous vous en doutez, il est bien plus facile d'extraire le cuivre d'un gisement où il est très concentré que d'une roche où il est peu concentré. Et quand je dis plus facile, c'est que ça demande moins d'énergie, et c'est donc moins cher. Dans l'usage qu'on fait du cuivre, on commence par l'extraire des gisements où il est très concentré, en fait des filons connus où la concentration est la plus grande, on le raffine de sorte qu'il devienne pur ou presque, et on l'utilise. Lors de son usage, il y a toujours une petite partie du métal qui est dissipée et qui se retrouve dans le sol ou dans les océans sous l'effet de la météorisation, qui est un nom compliqué pour quelque chose similaire à l'érosion. Autre phénomène qui participe à la dilution, l'utilisation du métal dans des alliages. Alors s'il est théoriquement possible de séparer un alliage en ses différents constituants et de récupérer tel métal qui se trouve dans un alliage, cela demande souvent plus d'énergie que l'extraction primaire et c'est donc non rentable. À mesure que les filons de teneur maximale s'épuisent, on va chercher le métal dans des gisements de moins en moins concentrés et le recyclage, le retraitement des alliages par exemple, devient de plus en plus rentable. Ce faisant, le coût énergétique augmente. Et pour produire de l'énergie, on a besoin d'infrastructures, elles-mêmes construites à partir de métaux, dans la mesure où le métal extrait est requis pour sa propre extraction. Par exemple, parce que le cuivre entre dans la composition des panneaux solaires ou des éoliennes qui fournissent l'énergie nécessaire à l'extraction. Au-delà d'une certaine dilution, l'extraction de métal devient non soutenable physiquement, car elle nécessiterait plus de métal qu'elle n'en procure. Donc même s'il a été montré dans une étude qu'on saurait techniquement extraire le cuivre du sol ou des océans, où il est toujours présent mais en infime quantité, ce procédé ne peut pas être viable s'il reposait sur l'utilisation d'énergies renouvelables, car il nécessiterait plus de métal qu'il n'en procure. Donc à moins d'une énergie miracle comme la fusion nucléaire, comme une partie des ressources est invariablement dissipée, le stock de ressources exploitables se réduit inéluctablement malgré le recyclage. La question de la déplétion des ressources, cruciale pour la perpétuation de notre civilisation industrielle et de tout le confort qui va avec, se réduit donc à savoir si on sera en mesure de contenir suffisamment l'extraction et de favoriser suffisamment le recyclage pour que le stock de ressources exploitables ne soit pas épuisé avant la disparition de notre espèce ou de ses descendants. Bon, tout cela est très théorique et concerne le très très long terme. Mais même à court et moyen terme, il y a des limites à l'exploitation de ressources, ce sont les coûts sociaux et environnementaux. Les procédés d'extraction miniers sont extrêmement polluants.
Ils ravagent les écosystèmes, intoxiquent les populations locales, bouleversent leur structure sociale et leur mode de vie. Pour cette raison, de plus en plus de communautés s'opposent aux projets miniers sur leur sol, et c'est d'ailleurs une raison pour lesquelles, en France métropolitaine, il n'y a plus de mines. Donc toutes ces raisons font qu'il est justifié de favoriser le recyclage et de freiner l'extraction primaire. Par exemple, en taxant l'extraction primaire et la mise en décharge, et en subventionnant la réutilisation et le recyclage. L'objection que soulèvent les optimistes invétérés est que le progrès technologique permettra de réduire suffisamment les coûts d'extraction des ressources pour compenser leur déclin, apportera des solutions pour remplacer une ressource qui manquerait par une autre plus abondante, ou augmentera le stock de ressources accessibles, par exemple en allant chercher des métaux sur des astéroïdes. Les plus rêveurs s'imaginent même que l'humanité maîtrisera un jour l'énergie du Soleil et l'utilisera pour développer son expansion intergalactique. Mon impression est que ces optimistes ignorent des contraintes physiques et sociales de notre monde. Il y a une énergie minimale théorique nécessaire pour extraire une ressource. Beaucoup de matériaux ont des propriétés uniques et sont donc irremplaçables, et il est improbable qu'ils deviennent rentables énergétiquement de ramener des millions de tonnes de métaux depuis des astéroïdes. Et puis avoir une confiance aveugle dans le progrès, c'est oublier que la surexploitation de ressources a déjà participé à la ruine de civilisations par le passé, comme le laisse penser l'exemple Maya, et surtout, c'est ignorer que le déclin de ressources vitales comme l'eau et les poissons cause déjà de graves dégâts sociaux. D'ailleurs, des économistes écologiques ont montré que le progrès mondial stagne depuis 40 ans. Lorsqu'on mesure le progrès non pas à l'aide du PIB par habitant, c'est-à-dire du revenu moyen, mais à l'aide d'un indicateur de progrès véritable qui inclut, en plus du revenu, la dégradation des écosystèmes et des ressources naturelles ainsi que les inégalités. Mais au fond, même si on a pu surestimer les progrès récents, il est impossible de tout à fait prévoir l'avenir. Et la croissance infinie à laquelle croient ces techno-optimistes va peut-être se réaliser après tout. Le problème, c'est que le techno-optimisme ne justifie en rien le gaspillage des ressources dès lors qu'on a de la considération, de l'amour pour les générations suivantes. Lorsqu'on doit prendre une décision concernant l'avenir en présence d'incertitudes, la prudence commande de se préparer au pire pour minimiser les regrets potentiels. Si on suit la voie de l'insouciance optimiste, qu'on exploite les ressources de façon démesurée et que ça engendre un effondrement irréversible de la civilisation. Le remords sera immense. Si au contraire on suit le chemin prudent, qu'on préserve les ressources et qu'on limite la pollution, alors on éloigne le risque d'effondrement et même si les optimistes avaient raison, le regret serait bien moindre. On se serait peut-être bridé pour rien, mais un tel regret serait bien moins fâcheux que le remords que peut causer l'excès d'optimisme. D'autant plus que si on acquiert plus tard la certitude que notre technologie permet d'exploiter de façon débridée certaines ressources de façon soutenable, alors il sera encore possible de profiter de cette profusion assurée. Dans la vidéo suivante, je m'interroge sur l'impact en termes de bien-être de la préservation des ressources et de la réduction de notre consommation.